Ça ne tient pas debout de penser ni que l'extrême gauche, ni que l'extrême droite israélienne veuille et puisse prendre d'assaut la Knesset. Ce qui s'est produit aux États-Unis d'Amérique par accident une fois n'est pas du tout forcément le modèle qui va suivre en Israël. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sous la forme d'un débat entre deux invités sur l'impact et les éventuelles répercussions diplomatiques et intérieures que pourraient avoir en Israël les dramatiques événements survenus le 6 janvier dernier à Washington, quand une foule de milliers de partisans du président sortant Donald Trump a envahi plusieurs heures durant le bâtiment monumental du Capitole situé au cœur de la capitale fédérale américaine à Washington pour tenter d'empêcher la procédure qui avait commencé déjà, de certification officielle par les congressistes, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants réunis ensemble, du démocrate Joe Biden comme prochain président des États-Unis. Alors pour en parler et pour parler de cette connexion qui pourrait exister entre ces événements et ce qui se passe dans notre région, deux invités sont en ligne avec nous. Tout d'abord, Alain Greitz-Lamer, vous êtes professeur, Alain, en sciences politiques à l'université Bar-Ilan et auteur de plusieurs livres sur la société et la scène politique israélienne. Maître Léon Rosenbaum, bonjour. Léon, vous êtes avocat au barreau de Jérusalem, cofondateur de l'édition en français du Jérusalem Post, de l'ex-édition qui n'existe plus, et responsable du site d'information et de réflexion Source Israël. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, qui tombe sous le sens, tout d'abord, c'est, Alain, peut-être, vous commencerez à nous répondre. Comment avez-vous personnellement réagi sur le plan, je dirais même pas émotionnel, mais enfin, en voyant ces images tout à fait inédites aux États-Unis subséquemment, je vous demanderai, avez-vous été surpris par l'irruption de ce soulèvement à la fois populaire, mais aussi noyauté par différents groupes de l'extrême droite américaine? Je pense que ce qui est le plus étonnant et qui a stupéfié tout le monde, c'est l'absence quasi totale de garde et de moyens de protection pour le Congrès américain, qui est une des principales institutions gouvernementales israéliennes, enfin comme la Maison-Blanche pour le président. Et je pense que ce qui a surtout stupéfié les gens, c'est pas qu'il y ait une foule de gens qui veuillent prendre d'assaut telle ou telle institution, mais le fait qu'il est tout à fait incroyable et impensable avec ce que l'on sait de la CIA, du FBI, de tous les moyens de protection américains, que une foule, mais qui n'a même pas l'air, dans les images que nous avons vues, tellement nombreuses, tellement importantes, puisse passer le cordon de police, puisse entrer, tout casser, entrer dans la salle des débats. Ça, c'est quelque chose qui stupéfait et c'est la grande question que personnellement je me pose. Comment est-il posé? En plus de ça, la réunion prévue par Trump, cette manifestation ce jour-là à Washington était annoncée depuis très longtemps. Je pense que le minimum aurait dû être de protéger les institutions contre qui que ce soit, mais ça c'est vraiment tout à fait stupéfiant. Et vous, Léon, quelque chose vous a surpris? Je partage la même stupéfaction, il faut le dire. D'autant plus que le Capitole et cette espèce de complexe gouvernemental que les Américains considèrent comme le saint des saints est un petit peu à l'imitation de l'Empire romain. Vous savez que les Américains se prennent parfois, et même leurs symboles sont des répétitions de la majesté impériale romaine. Et il est quand même vraiment surprenant qu'une foule déchaînée ait pu entrer aussi facilement et
Dans le temple de la démocratie. Oui, il y a eu mort d'homme avec 5 personnes. C'est pas du tout négligeable. Mais je pense que nous devrions nous souvenir que les hommes, les puissances et les symboles sont toujours faits de chair et de sang. C'est-à-dire que finalement, c'est la volonté des gens qui va primer, qui va mettre à bas même les symboles les plus éminents. Et je pense que les démocrates, et je pense qu'autour de cette table, il y a des démocrates, nous ferions bien d'en être conscients à chaque instant. Alors, pensez-vous sur un peu plus le fond des choses, et en ce qui concerne notre région, avant d'en venir à Israël, pensez-vous que cette fin de mandat à la fois sans précédent et tout à fait chaotique du président sortant Donald Trump pourrait avoir aussi des répercussions diplomatiques, non seulement en Israël même, mais aussi au Moyen-Orient, une fois le président élu Joe Biden installé dans ses fonctions le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche. Peut-être Léon, vous me répondrez ensuite Alain. Eh bien, mon sentiment est que, en tout cas pour ce qui concerne Israël, je ne pense pas que ces événements vont avoir des conséquences considérables. Je pense que la percée qu'a accomplie le président Trump par la reconnaissance de la capitalité de Jérusalem, par le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, par le lancement des accords d'Abraham, tout cela sont des événements absolument considérables dont il est difficile de concevoir qu'ils pourraient repartir en arrière. Disons que peut-être leur réalisation sera plus lente, mais derrière l'aide américaine et la facilitation qu'a donnée Trump pour cette évolution, il y a la volonté des peuples eux-mêmes. Nous voyons bien, par exemple, que les relations qui se bâtissent entre Israël et les Émirats arabes unis sont soutenues par une large faction de la classe dirigeante dans ce pays, à la différence de ce qui s'est passé il y a 30 ans maintenant avec l'Égypte et avec la Jordanie. Et cela repose sur des intérêts bien compris, bien entendu. Ces pays pétroliers ont intérêt à diversifier leurs activités et comptent sur Israël dans ce but, sur le savoir-faire israélien, d'une part, et d'autre part, et surtout, la menace iranienne qui pèse de tout son poids sur ces pays riverains du Golfe Persique. Alors Alain, est-ce que vous pensez que cette même question, que cette fin de mandat chaotique de Trump pourrait entacher les points positifs de son héritage diplomatique ? Non, je pense tout à fait comme Léon, comme d'habitude d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. En tout cas, les accords ne vont pas être annulés, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem ne sera pas déplacée, etc. Ceci étant, je pense quand même que pour les dirigeants israéliens, je ne sais pas qui sortira des élections que nous avons le 23 mars, mais qui que ce soit, disons-le, n'aura pas les mêmes facilités probablement avec Joe Biden et avec son gouvernement que celles qu'il pouvait y avoir sous Trump. Vraisemblablement, le Parti démocrate n'est pas aussi, je dirais, enthousiaste dans son soutien total à Israël comme l'était Trump. Il y a une aile du Parti démocrate, même si elle n'est pas très représentée apparemment dans le gouvernement Biden tel qu'on le voit aujourd'hui, il y a quand même une aile du Parti démocrate qui est assez, je dirais, extrême dans sa critique d'Israël. Donc, au total, ce ne sera pas aussi facile. Mais dire qu'il y aura de grands changements, non, je ne pense pas.
Je ne pense pas qu'il y ait de grands changements. Je pense que les monarchies pétrolières sont inquiètes, sont plus inquiètes avec Joe Biden qu'avec Trump, certainement. Mais on ne peut pas dire encore s'il y aura des changements très importants. Je crois que, comme on l'a dit, les États-Unis vont essayer de revenir d'une certaine façon à l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Ils vont essayer de relancer les négociations israélo-palestiniennes s'ils y arrivent. Mais enfin, si on parle des grandes choses comme l'aide à Israël, etc., non, je ne crois pas qu'il y ait de changement fondamental. Alors, cette fois, en allant encore plus loin au plan de la politique intérieure israélienne, que pensez-vous l'un et l'autre de ces analyses qui se sont multipliées ces derniers jours dans les médias, aussi bien électroniques que surtout la presse écrite israélienne, avançant que les événements semblables, par exemple une éventuelle prise d'assaut de la Knesset par une foule de mécontents, pourraient aussi avoir lieu en Israël. Une assertion d'ailleurs, je précise, qui a été reprise à son compte par Avigdor Lieberman, le chef du parti russophone Israël Beiteinu, qui a déclaré à plusieurs reprises en début de semaine, et je cite ses propos, « Netanyahou veut garder le pouvoir, même s'il perd les élections, il ne l'admettra pas. Et je ne doute pas qu'il fasse donc appel à ses partisans pour envahir les rues. Ce qui s'est passé au Capitole, a ajouté Lieberman, n'est rien comparé à ce qui pourrait se passer ici. Je connais bien Netanyahou, c'est le scénario qu'il construit et qu'il planifie. » Fin de citation. Léon, qu'en pensez-vous ? Bon, Léon, moi je vais dire un mot. Je vais dire que je pense que ce sont des conneries. Voilà. Dans la presse israélienne, oui. Bon. Je pense que c'est absurde, c'est toujours cette histoire, ça s'est passé chez eux, donc ça pourrait se passer chez nous. C'est absurde parce que les caractéristiques de la société israélienne ne sont pas les mêmes que celles de l'Amérique, ni celles de la France, ni d'ailleurs. Il ne faut pas tout rapporter à ce qu'on voit en disant ça va se passer ici. Je pense que ce qu'a dit Avigdor Lieberman ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout de penser ni que l'extrême gauche, ni que l'extrême droite israélienne veuille et puisse prendre d'assaut la Knesset. Ça paraît absurde parce que le grand maximum, c'est de manifester comme on voit aujourd'hui, ça ne va pas très loin et ça ne porte pas très loin, mais prendre d'assaut le bureau du Premier ministre, la maison du Premier ministre, la Knesset, la Cour suprême, ça me paraît personnellement complètement imaginaire. C'est aussi votre avis. Maintenant, à Léon, oui, à Léon j'ai pris la parole de Maître Rosenbaum, oui, mais vous et je la lui rends. Mais vous étiez indigné, sans doute à juste titre. Alors Léon, qu'en pensez-vous ? Non, indigné non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Léon, qu'en pensez-vous ? Oui, eh bien, écoutez, je suis comme souvent d'accord avec le professeur Grel-Samer. Moi, je vous ai invité parce que je pensais que vous ne seriez pas d'accord, mais enfin, ça ne fait rien. Mais non, pas du tout. Je lis très souvent les analyses de mon ami Maître Rosenbaum dans Source Israël et nous sommes très souvent d'accord. D'accord. En tout cas, sur ce point précis, c'est-à-dire cette déclaration que vous venez de lire, est totalement absurde. Mais pour aussi peut-être d'autres raisons. Il y a une tendance en Israël à l'insularité depuis des dizaines d'années. Et cette insularité s'exprime aussi par une simplification du monde. Il y a d'un côté Israël, il y a de l'autre côté Chutz Laaretz. Et Chutz Laaretz, ce serait les États-Unis d'Amérique. Alors que, évidemment, pour des gens comme nous qui avons connu l'Europe et d'assez près, nous savons très bien que le monde est beaucoup plus vaste, que ce qui s'est produit aux États-Unis d'Amérique par accident une fois n'est pas du tout forcément le modèle qui va suivre en Israël. Et nous savons très bien que la structure de la société israélienne n'a rien à voir avec celle de la société américaine.
que certes, il y a des divisions en Israël, mais il y a aussi la conscience beaucoup plus aiguë que le moindre désordre important en Israël, c'est la porte ouverte à nos ennemis pour nous attaquer, et nous le savons parfaitement. Et tout le monde le sait, tout le monde a dans l'esprit cette possibilité-là. Je ne vois absolument pas ni l'extrême droite ni l'extrême gauche prendre d'assaut la Knesset. Et d'ailleurs, il y a maintenant une vingtaine d'années, la Knesset, qui n'était même pas entourée d'une barrière, au moins a pris cette précaution de construire des grilles autour du territoire de la Knesset. C'est pour vraiment que ces grilles importantes soient brisées, alors qu'il y a une garde à la Knesset et qu'à tout instant on peut faire venir et la police et l'armée, c'est invraisemblable que cela puisse se produire chez nous. Alors, je voudrais pousser un peu plus loin le débat, parce que ce qui pourrait avoir comme point commun sous la plume de ces analystes, et c'est pas entièrement faux, c'est qu'il y aurait, comme il y a eu un pouvoir populiste aux États-Unis, dans la personne du président Trump, qui a en fait s'est servi du parti républicain, mais qui avait son propre programme et ses propres partisans, qui excédait de loin, pour certains d'entre eux, les positions même de droite du parti républicain. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi, et c'est sans doute ce qui fonde ces analyses, même si on peut les rejeter du revers de la main, mais il y aurait des dynamiques populistes éventuellement possibles en Israël, dans le sens où, par exemple, il y a quelques années, je ne me trompe pas, au moment où la Cour suprême avait pris quelques arrêts qui ont déplu, notamment aux partis religieux, on avait murmuré que le Chasse ou ses sympathisants ou d'autres partis pourraient organiser une manifestation devant la Cour suprême. Est-ce que là, quel type de scénarios électoraux quand même, ou post-électoraux plutôt, pourraient théoriquement se rapprocher de ce scénario et donner la possibilité, je dirais, de débordement populiste, parce que le populisme est un courant, une forme de gouvernement, un courant de pensée qui se multiplie aux quatre coins du monde, compte tenu des blocages sociétaires et aussi des blocages socio-économiques rencontrés, y compris par des États et des pays puissants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, le dénominateur commun qui serait le populisme, qui pourrait engendrer les mêmes maux d'une certaine manière, même si ça paraît, évidemment, dans le consensus israélien, et ça paraît un peu plaqué. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des scénarios post-électoraux qui pourraient se rapprocher que les mêmes causes donneraient les mêmes effets ? Bon, moi, je peux dire un mot en ce qui concerne le populisme. Bien sûr, d'abord, dans chaque pays, il y a des populistes, il y a des partis populistes. Dans toute l'Europe, il y en a. Et il peut y avoir de grandes manifestations dans un sens ou dans l'autre. Mais la question qui est posée par notre débat, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de manifestations post-électorales ou autres, est-ce qu'il est vraisemblable que certains puissent s'en prendre physiquement à l'autorité démocratique de l'État? Premièrement, c'est arrivé en Israël avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin, puisque il n'y a rien, peut-être, c'est même au-dessus de prendre le Capitole que d'assassiner le chef de gouvernement régulièrement élu. Donc ça a eu lieu, et de la même façon que c'est tout à fait vrai, la Knesset est bien protégée, il y a des murs. Je suis certain qu'en Israël, il y a une protection. Bon, quand même, le Premier ministre a descendu les marches à Tel Aviv et quelqu'un est venu et l'a tué dans le dos. Donc, ces choses sont possibles. Elles ne sont pas... il y a eu d'autres assassinats politiques dans l'histoire, quand on pense à Kennedy, quand on pense à bien d'autres. Donc, les choses ne sont pas impossibles. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de mettre l'accent sur la différence entre Israël et les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une culture de violence extrêmement poussée. Vous savez que les gens ont des armes
jusqu'au cou. Les familles sont pleines d'armes, prêtes à tirer. On entend presque chaque semaine, chaque mois que dans une école, un jeune a tiré et a abattu des gens. Donc, c'est pas la culture politique que nous connaissons en Israël à ce niveau de violence. La seule chose que je voudrais dire, et pour exciter un peu mon ami Léon là-dessus, c'est que nous assistons actuellement, par exemple, à un cas, qui est celui où ces jeunes des territoires, ceux qu'on appelle en Israël Noach Hagvaot, s'en prennent à l'armée, jettent des pierres ou des cocktails Molotov sur les soldats ou agressent les soldats. Or, l'armée israélienne est un des bras du pouvoir démocratique en Israël, et leur lancer des cocktails Molotov ou des pierres, c'est s'en prendre d'une certaine façon à un des bras du pouvoir démocratique. Léon, vous voudriez commenter cette remarque est justifiée. S'en prendre à l'armée avec cocktail Molotov, c'est un pas de plus vers le désordre, sans aucun doute. Ceci dit, les Hagvaot, c'est pour l'instant, c'est encore une petite... Oui, les jeunes des collines, on dit, oui. Les jeunes des collines. Phénomène marginal, mais... Léon, est-ce que vous pourriez... Et qui ne me semble pas, en tout cas pour l'instant, ça ne me paraît pas contagieux le moins du monde. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et vous savez qu'un jeune a été tué dans des conditions tout à fait suspectes. Et par conséquent, ils ont besoin d'exprimer leur fureur. Je pense que ça ne va pas durer, il me semble. Mais en tout cas, ça ne dénote pas un phénomène qui risque de dégénérer dans la société, dans son ensemble, au point que cela mette en péril l'ordre public en Israël. L'ordre public en Israël, on a vu d'autres. Par exemple, au moment des accords d'Oslo, qui étaient tout sauf un processus démocratique, c'était véritablement imposer au pays une atmosphère néo-stalinienne, soudaine, c'est-à-dire d'un seul coup, il n'y avait plus de liberté de la presse, d'un seul coup, l'opposition était muselée, oui. D'un seul coup, on imposait au peuple une idéologie suicidaire. C'était une autre période, d'une certaine manière. Et nous avons vécu cela pendant plusieurs mois en rongeant notre frein. Léon, je pense que ce débat est passionnant, mais nous sommes limités dans le temps et nous arrivons vraiment au terme de ce dialogue qui commençait en fait sur un autre versant, j'allais dire. Et bien peut-être on en refera un avec vous deux. Je vous remercie en tout cas d'avoir consacré votre temps et vos analyses au studio Kalita. Merci Léon Rosenbaum, merci Alain Gressler et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Bonne journée.